Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Donc là aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, des projets crypto comme le VeChain, XRP, Ripple, mais aussi VV Digital Collectibles. On voit que tous les projets avancent plutôt positivement en ce moment. On va parler des actualités crypto générales, économiques. Et faire le point bien sûr sur mais qu'est-ce qui se passe en ce moment là, c'est vraiment là la roquette, hein, c'est-à-dire la fusée qui est en train de se lancer. Donc on a vraiment l'impression d'assister au début, au lancement du bull run, hein, clairement, avec le top départ qui a été lancé par les élections américaines, hein, et ça ne nous a pas échappé, l'élection de Donald Trump qui n'y est pas pour rien. C'est clair. Donc, on va faire le point déjà sur le Bitcoin, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a vu que le Bitcoin est parti to the moon très rapidement, a explosé tous les records, hein. Et continue en fait. C'est ça qui est fou, c'est qu'à l'instant où je fais la vidéo, à l'heure actuelle, eh bien, le Bitcoin continue de monter, de battre de nouveau des records. Donc, il a dépassé les 80 000 dollars, hein, à l'heure actuelle où je fais la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le décalage toujours, hein, entre le moment où le Bitcoin explose à la hausse et après, c'est suivi en un laps de temps un peu retardé par les altcoins. Et là, les altcoins sont en train de surperformer le Bitcoin, hein, et donc on a un basculement de plus en plus flagrant dans la dominance entre le Bitcoin et les altcoins. Donc ça, c'est intéressant. On va voir peut-être plus en détail ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment. Et on va commencer donc, hein, vous savez, par les ETF. Mais d'abord, bien évidemment, je vous passe le petit trailer, la petite musique pour faire le petit lancement de la vidéo. Allez. Donc on commence par Farside Investor. Donc effectivement, les flux ETF, ce Bitcoin, le spot ont littéralement explosé, vous voyez, cette semaine, puisque nous sommes à 25,8 milliards de dollars injectés dans les Bitcoins. Et regardez la folie que c'est que c'est le EBIT de BlackRock en train de capter absolument tout le marché des Bitcoins, avec derrière Fidelity quand même qui reste, on va dire, collé, mais loin derrière quand même au niveau des wagons, hein, faut le dire. Donc, on voit bien que là, les ETF Bitcoin Spot, c'est vraiment une dinguerie, faut le dire ce qui se passe, est en train pour, au meilleur et le pire, puisque pour le meilleur, donc ça participe bien évidemment à faire gonfler donc les prix du Bitcoin, hein, puisque les institutionnels se jettent sur le Bitcoin en ce moment, parce que là, ils passent par les ETF. Et c'est également triste dans le sens où si c'est les institutionnels qui captent le Bitcoin, et notamment des institutions comme BlackRock, ça veut dire qu'il y en aura moins pour les particuliers, et aussi que malheureusement le pouvoir du Bitcoin va de plus en plus être détenu par les grosses entreprises. Et ça, c'est justement ce que ne voulait surtout pas la philosophie du Bitcoin à la base. Donc c'est bien dommage quand même qu'on se dirige vers ce scénario. Bon, pour vous dire que là, on est vraiment dans une période où tout est en train d'exploser là pour les cryptos, c'est que là, on a également les chiffres des ETF sur les Ethereum spot. Et regardez, là aussi, c'est en train de remonter, puisque même si, hein, nous sommes toujours dans le rouge au niveau des flux qui sont plus sortants que rentrants pour l'instant pour Ethereum, on reste quand même dans une bonne, très très bonne semaine, hein, vous voyez, sur les derniers jours, puisqu'on n'a que des entrées positives sur la dernière semaine, hein, sur Ethereum. Alors qu'avant, nous étions à moins 500, moins 600 millions de dollars injectés. Là, nous sommes désormais à moins 300 millions de dollars. Alors qu'on était vraiment à la traîne, hein, pour Ethereum. Donc on voit que les institutionnels commencent, ça y est, à s'intéresser de plus en plus aux ETF sur Ethereum. Et ça, c'est le signal aussi, hein, clairement, comme quoi c'est la alt season qui arrive. Et donc, le bull run, en fait, clairement, de fin d'année 2024 est bien parti pour l'année 2025. Voilà un petit peu déjà qu'est-ce qui se passe au niveau des institutionnels sur le marché crypto.
Maintenant, on va passer donc comme d'habitude dans les articles. Donc vous voyez un petit article de journalducoin.com avec BlackRock dans l'ETF Bitcoin de BlackRock enregistre un record de 1,1 milliard de dollars d'entrée sur une seule semaine en fait. C'est vraiment du jamais vu, clairement. On va en parler d'ailleurs après. On va faire le comparatif avec l'or notamment. Un autre article de cointribune.com, USA, les nouveaux élus pro-crypto qui pourraient tout changer. Donc ça, c'est voilà, c'est pas rien ce qui se passe en ce moment, parce qu'on sait très bien qu'on a eu dans l'écosystème crypto vraiment un clivage, une opposition très forte entre d'un côté les institutionnels, les politiques, et de l'autre côté la crypto-monnaie et les particuliers investisseurs pro-crypto. Tout ça est totalement en train de changer, et surtout aux États-Unis, en raison d'une longueur d'avance avec l'élection de Trump notamment, puisqu'on a eu d'abord les institutionnels, et rappelez-vous, Larry Fink, le PDG de BlackRock, disait encore il y a 5 ans que le Bitcoin était pour les criminels, enfin, on passe des meilleurs. Là, c'est les premiers qui sont sur le marché en train de se jeter, de rafler toute la mise sur les Bitcoins. Ils s'en frottent les mains, là, Larry Fink, et d'ailleurs, il est revenu sur ses propos de il y a 5 ans en disant, là, cette année, Larry Fink, que finalement, l'or, c'était un actif de classe internationale qui était prêt à détrôner quelque part l'or physique. Pour vous dire un peu la démarche où on en est. Et de l'autre côté, on avait encore les politiques qui étaient vraiment la traîne hein, sur le plan. Rappelez-vous avec la SEC, je vous apprends rien, qui, gendarme boursier américain, qui s'amuse à mitrailler un petit peu sur tous les projets crypto, là encore. Mais ça va changer. Pourquoi même ça, c'est en train de changer? C'est parce qu'avec les élections américaines qui ont eu lieu et la victoire de Donald Trump, eh bien, on a l'ensemble donc du parti républicain qui est plutôt pro-crypto. Et comme Trump a eu à la fois, donc, bon, déjà il a été élu, il est pro-Bitcoin. En plus, derrière, il y a Elon Musk qui lui également est pro-crypto. Quand on se souvient de le Dogecoin, notamment les investisseurs Dogecoin peuvent remercier tout simplement Elon Musk pour avoir fait exploser les prix du Dogecoin. Voilà, bon. Rien que ça, et ensuite, surtout, on n'a pas oublié, un peu à l'image de la France, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a le Sénat et il y a également la Chambre des représentants avec l'équivalent de l'Assemblée nationale, entre guillemets. Eh bien, Donald Trump a également gagné le Sénat, enfin le Parti républicain, hein, le Sénat plus la Chambre des représentants. Donc il y a une majorité absolue sur tous les niveaux. Et donc, résultat, eh bien, tous ces gens sont des pro-crypto. Voilà. Donc, ce sont des élus pro-crypto. Et ça va tout changer dans le sens où les États-Unis, qui étaient vraiment à la traîne dans la régulation de crypto, va désormais être dans la régulation crypto, mais avantageuse peut-être. Enfin, tout simplement équilibrée, quoi. C'est même pas avantageuse, c'est juste équilibré. Mais il est fort probable qu'on assiste à un changement voilà, de paradigme social et économique sur la crypto aux États-Unis. Et donc, dans le reste du monde, hein, c'est clair. Voilà. Alors, je vais passer maintenant sur les... Hop, je vais repasser sur Twitter. J'ai plusieurs choses à vous montrer là aussi intéressantes, mais je reste toujours sur le Bitcoin, hein. Quelques petites choses à voir. Avec un tweet de la sénatrice, donc Cynthia Lummis, hein, qui est une sénatrice républicaine dans le camp de Donald Trump, qui a annoncé directement, vous voyez, au 6 novembre, donc lendemain de l'élection de Donald Trump, qu'ils allaient construire donc une réserve stratégique de Bitcoin. Donc autant vous dire qu'effectivement ça a fait du bruit, hein, vous voyez, beaucoup de vues, beaucoup de vues, enfin voilà, c'était parce que c'est quelque chose qui quand même, pour rappeler, c'est que les États-Unis sont les premiers détenteurs au monde de Bitcoin devant tout le monde, même devant BlackRock, même devant MicroStrategy, puisqu'ils ont la plus grosse réserve de Bitcoin. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque part un peu c'était, une saisie de la part donc, de Silk Road, donc de criminels et de cas divers par le FBI, notamment la CIA, hein, pourquoi pas. Mais jusqu'à ce jour, c'était quelque chose un peu comme l'argent de la drogue, c'est bloqué quelque part et basta. Aujourd'hui, avec le camp de Donald Trump, ça passerait, pourquoi pas, en une réserve un peu comme le Salvador. Ça veut dire qu'il légaliserait en plus, entre guillemets, en parallèle, l'usage du Bitcoin. Donc tout simplement énorme hein, qui est en train de se passer pour l'écosystème crypto avec ces nouvelles. Et c'est pas fini, hop,
j'en profite maintenant pour un peu comprendre ce qui est en train de se passer aussi, pourquoi les prix là démarrent en fanfare pour novembre au niveau du Bitcoin. C'est parce qu'avec tout ce raffut qu'il y a eu autour de l'écosystème crypto, et bien voilà, on a donc là un tweet de Goku. Les recherches Google du mot Bitcoin augmentent alors que Bitcoin a cassé un nouvel ATH donc depuis en fait le 8 novembre. Et donc regardez, on était vraiment au plus bas. Donc là, vous voyez que là, les recherches en 2020, pareil, nous étions au plus bas entre 2019 et 2020, jusqu'au moment où le Bitcoin a cassé en fait son précédent ATH. Et là, les recherches Google en 2020 ont explosé jusqu'en 2021. Et là, on a connu justement le pic en 2021 des prix du Bitcoin, comme vous pouvez voir ici, avant que ça se restabilise, que ça se repète la figure, entre guillemets, puisque on a eu le bear market qui a suivi de 2022 jusqu'en 2023, voire 2024. Et là, regardez, c'est en train de repartir à la hausse, mais vraiment très rapidement. Mais on est loin des... ce que je veux vous dire, c'est qu'on est très loin des recherches Google, hein, en termes d'intérêt, du bull run de 2021, là. C'est ça qui est fou, alors qu'on a un prix du Bitcoin qui est actuellement à 80 000 $. Enfin, donc ça veut dire qu'il y a eu un désintérêt pour le Bitcoin et donc quelque part les paliers désormais psychologiques pour les prix du Bitcoin, en fait, c'est entre 60 000 et 70 000 $. Voilà. Et depuis qu'il a cassé son ATH pour atteindre plus de 76 000, enfin je sais plus exactement, 73 000 hein, il me semble, et que là désormais c'est à 80 000, il y a de fortes chances à parier que ça continue de grossir, surtout que là les médias commencent à parler effectivement du Bitcoin qui a cassé son ancien ATH. Voilà. Donc c'est un peu officiel, hein, c'est le lancement du bull run, ça y est, il a démarré, on peut le dire. Donc, force à vous. Voilà. Je voulais vous dire vraiment bravo pour ces personnes qui me suivent. Vrai qu'on en parle de temps en temps. Enfin, c'est vraiment, il y a eu des hauts, des bas émotionnels. Forcément, c'est normal. Mais quand on sait comment fonctionne le marché des cryptos, eh bien voilà, ça permet de canaliser un peu l'émotion pour rester mathématique, entre guillemets, puisqu'on a la chance de voir le fait que Bitcoin, en fait, est quasiment mathématique. En tout cas, au niveau des cycles périodiques. Donc, c'est parfait. Moi, je vous dis vraiment bravo à vous si vous êtes arrivé jusque-là sans péter un plomb et sans vendre vos cryptos. Et maintenant, c'est pour ça que j'en profite pour faire une petite page, allez, un peu philosophique, philosophique, métaphysique, je sais pas, prenez comme vous voulez, avec notamment, vous voyez, un tweet de Robert Kiyosaki qui date de 2020. Et en fait, il explique, donc Robert Kiyosaki, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un investisseur qui croit dur comme fer au Bitcoin et qui a créé un livre, donc Père riche, Père pauvre, un très célèbre, d'ailleurs, je suis là, ouais, ici. Et donc ce livre décrit un petit peu la philosophie d'un entrepreneur, d'une personne qui devient riche, qui veut devenir riche, entre guillemets, et qui arrive, hein. Voilà. Donc c'est toute une philosophie, tout un mental. Très intéressant. Moi, je vous le conseille, hein, je trouvais vraiment sympa. Puisqu'il y a toute une série de livres. C'est-à-dire que le premier livre, c'est Père riche, Père pauvre, mais derrière, il y a toute une saga, entre guillemets, pour tout ce qui est l'investissement et la façon de voir l'investissement. Et donc là, dans ce tweet, il dit donc mon père pauvre, parce qu'effectivement, il a deux pères, il avait un père riche et un père pauvre, et en fait, son père pauvre, c'est son père biologique. Bon, pour vous dire, et son père riche, en fait, c'est le père de son meilleur ami. Voilà, pour faire un peu le résumé. Et donc, mon père pauvre disait que vous ne pouvez pas apprendre, en fait, un nouveau tour, entre guillemets, de nouvelles choses à un vieux chien qui ne veut pas apprendre, entre guillemets. Et donc, mon père riche, voilà, donc, disait que vous devez en fait changer d'environnement si vous voulez vous-même changer, quelque part, ou faire un changement. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, bon, si vous voulez changer vraiment de voie, devenir riche par exemple, il y a un moment où vous n'aurez pas le choix, à mon avis, hein, c'est à mon humble avis, et d'ailleurs je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein. Tout ce que je dis dans cette vidéo c'est à titre informatif et c'est mon opinion, voilà, à mon humble avis. Je pense qu'il a raison également, puisque, et j'en ai fait l'expérience moi-même, hein, vous ne pouvez pas continuer dans votre voie à vouloir absolument grandir sur certaines choses quand vous êtes quelque part à contre-courant. C'est-à-dire, soit pour même les vaccins, soit pour
plein de choses, hein, des sujets, Covid, plein de choses, que vous soyez d'accord ou non, mais avoir un environnement qui, par exemple, ne croit pas à la crypto, qui à chaque fois vous dit, mais ce que vous faites là, c'est pas possible, que vous faites, que vous entreprenez, c'est, vous êtes fou, ou machin, eh bien forcément, ça vous impacte dans un moment en plus où vous-même vous doutez, puisque vous faites, en fait, ce que 99% de la masse n'est pas capable de faire, ou n'a pas envie de faire. Puisque tout le monde est capable de le faire, d'être un investisseur, d'entreprendre ce que vous voulez, devenir riche, mais 99% préfèrent le confort, notamment tranquille, ou ne pas investir parce que c'est trop dur, plutôt. Voilà. Donc si vous, hein, vous êtes arrivé à investir, vous arrivez à vous lancer dans quoi que ce soit dans une entreprise et que vous réussissez, eh bien, ce sera encore pire pour ces personnes-là de votre entourage parce que vous aurez réussi des choses que eux n'auraient jamais pensé. Donc, c'est un peu ce que dit Robert Kiyosaki. Cette philosophie, je rejoins tout à fait. Il y a un moment, si vous voulez changer de voie, et je vous dis ça maintenant parce que justement, je pense que là, entre 2024 et 2025, on va être à l'aube de futurs millionnaires, hein, clairement, en tout cas de gros gains, je vous le souhaite. Et donc, attention à votre entourage je précise bien l'entourage qui ne croit pas en vous, par exemple. Forcément, on a tous été confrontés à ça. Quand on parle de crypto, forcément, beaucoup de gens nous prennent pour des fous. Voilà, on a tous été confrontés à ça, de moins en moins avec le temps, mais quand même. Voilà. Et donc, la dernière petite tweet de Robert Kiyosaki date de 2018, pour vous dire. Donc voilà, vous devez en fait break up, c'est-à-dire casser avec certains de vos amis si vous voulez en fait avancer dans le monde. C'est logique, hein, et ça, oui, absolument, parce que en fait, c'est ce qui nous caractérise, c'est justement les personnes qui vous entourent directement, de votre entourage proche. Voilà, c'était ma petite aparté pour vous dire, préparez-vous mentalement à voilà, avoir un environnement quand même qui réagit aussi à votre réussite, en bien ou en mal, hein. Donc gardez ceux qui vous ont toujours encouragé, compris, etc. Et ceux qui vous ont toujours dit qu'est-ce que vous faites, ou qui n'ont pas, qui n'ont pas cru en vous, ben, dégagez-les en fait. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait, pour vous dire. Donc bon. Allez, je continue. Maintenant, je vais passer donc au prochain projet, c'est-à-dire VeChain. Donc là, vous voyez, une nouvelle intéressante de VeChain, c'est qu'il y a un nouveau listing sur Kraken et notamment sur Kraken Pro, donc à destination des institutionnels. Voilà, donc avec, vous voyez, pourquoi donc choisir Kraken Pro Future, c'est-à-dire qu'il y aura des collatérales. Donc là, on a en plus des dérivés derrière sur les instruments financiers qu'on peut utiliser sur Kraken Pro avec VeChain, bien évidemment. Donc, divers moyens de retirer son argent et plus de 250 marchés. Voilà, donc VeChain généralise en fait sa disponibilité sur les bourses principales, hein, on va dire crypto. Allez, je continue toujours avec VeChain. Donc là, une nouvelle DApp, hein, je vous annonce, qui est arrivée sur l'application VBetterDAO, enfin la plateforme plutôt VBetterDAO, et qui est totalement fonctionnelle, hein, ça y est, elle est disponible. Donc cette application, en quoi elle consiste? Elle consiste donc toujours dans l'écosystème de traçabilité, d'améliorer tout l'aspect carbone, si vous voulez, pour vos maisons, notamment pour tout ce qui est l'Internet des choses, en Internet connecté, puisque VeChain est spécialisé dans ce domaine-là. Et donc là, le principe de cette application, c'est que alors d'abord, vous devez acheter en fait une sorte de plug qui est relié à, si vous voulez, via le IoT, notamment par exemple à votre maison, et donc peut tracer toutes vos consommations énergétiques électriques et vous aider à réduire justement votre consommation électrique. Donc ça peut être sur plusieurs choses. Je vous donne un exemple avec votre maison, mais il y a d'autres choses qui sont connectées en fait aujourd'hui. Et donc ça permet donc de réduire, de vous aider à traquer un peu les gaspillages en énergie. Donc forcément, c'est bon pour la planète, puisque c'est bon pour l'écologie, etc. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur l'aspect de gain électrique, par exemple, que ça peut être intéressant. Et surtout en parallèle, vu que vous utilisez ce plug et cette application, eh bien, vous êtes récompensé pour chaque action en B3 TR.
Voilà, vous avez compris un peu le principe, hein, toujours pareil. Et on a une nouvelle application qui arrive également prochainement sur l'application VBetter, enfin, la plateforme VBetter DAO, c'est ST3PR. Donc là, c'est le principe de promener. Donc j'imagine alors, je sais pas, ces animaux de compagnie, clairement, et en échange, vous serez récompensé là aussi en B3TR. Et vous aurez également, si vous avez des noms de domaine apparemment, VET, une application qui est sortie la semaine dernière là aussi, et ou alors un NFT de Corgi Gang, eh bien vous aurez des avantages. Pourquoi pas? Après, j'ai pas testé, je connais pas, donc je pourrais pas vous dire plus, mais en tout cas, cette application arrive prochainement sur la plateforme. Ensuite, je vais parler un petit peu du B3TR. Voilà, ce que je trouve intéressant, regardez au niveau des prix. Alors, c'est vrai que les prix, je ne montre jamais parce que je suis pas trader, je suis pas un expert en graphique et tout. Il y a d'autres personnes bien plus compétentes que moi, donc je laisse le travail au niveau des prix d'analyser un peu l'évolution. Mais par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est de montrer que là, le jeton, donc B3TR, qu'on peut gagner gratuitement en échange d'actions, et bien finalement commence à prendre de la valeur. Alors vous voyez quand même, on est allé à 0,05 euros actuellement. Alors c'est vrai que c'est bon, ça va pas avec ça qu'on va devenir millionnaire peut-être en faisant des actions, mais mine de rien, je rappelle qu'une action en moyenne sur la plateforme Jupiter DAO peut rapporter entre 1 et voire 50 B3TR par action. Donc c'est assez volatile, ça dépend de l'application. Mais vous voyez qu'avec 50 déjà B3TR, si vous faites une action notamment sur la plateforme Green Card, c'est-à-dire que vous avez juste en fait à prendre un screenshot de la facture de vos courses, de vos commissions, et vous l'envoyez sur la plateforme et vous gagnez en moyenne 50 B3TR. Donc il faut voir bien, si on fait le calcul d'ailleurs, vous gagnez 50 B3TR, vous avez quand même, mine de rien, 50 fois 0,05, c'est pas, c'est pas la folie, mais ça réduit un petit peu les frais de vos courses en fait, entre guillemets, en crypto. Donc pourquoi pas, et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ça évolue, ces prix, ça évolue pour l'instant à la hausse, et on dirait que ça subit également l'intervention quelque part du bull run. Donc si ça continue de monter, imaginons, hein, vu qu'il y a un market cap quand même assez faible, qui est estimé, je crois, à 2 millions de tokens en circulation, alors, du moins c'était le cas il y a un moment, avec un max de 1 milliard, c'est-à-dire que ça va monter hein, au fur et à mesure, bien évidemment. Le volume en supply sera mis en circulation au fur et à mesure de l'utilisation et du succès de la plateforme. Mais en tout cas, pour l'instant, je crois qu'il y a 2 millions de tokens en circulation. Et donc, vous voyez que là, on retrouve en fait les niveaux de lancement. Parce que c'est vrai que ça avait bien chuté là, après juillet, comme tout lancement en fait de crypto-monnaie. Et là, c'est en train de reprendre des couleurs pour rattraper les niveaux et pourquoi pas les dépasser à l'avenir. Et ça, c'est bon signe en fait que ça montre que la plateforme est utile, que la plateforme est surtout est utilisée et donc que le jeton enfin B3TR, en fait, a du succès quoi, tout simplement. Bon, donc pourquoi pas, espérons que bientôt il explose encore plus haut, comme ça, ça pourra rembourser carrément vos courses, quoi. Ce serait vraiment phénoménal, mais d'ici là, en tout cas, pourquoi pas. Toujours sur VeChain, cette fois sur un plan de vue un peu plus macroéconomique, un peu plus large, là on passe à notamment un rappel de notamment la loi ESPR, donc européenne, parce que nous, je rappelle, en Europe, c'est vrai qu'on n'a rien, on n'a pas d'entreprise dans l'IA, on n'a pas d'entreprise vraiment mastodonte, ou du moins elles se barrent toutes, ou elles sont toutes en train de couler. Hein, avec Volkswagen, on va en parler d'ailleurs dans les actualités économiques. Mais par contre, on a voilà, la régulation. Alors on est fort, on est champion du monde là-dessus, pour réguler des choses en fait qu'on n'a pas. C'est super. Donc, toujours dans cette même veine, donc on a la loi ESPR, c'est sur la traçabilité des choses. En fait, c'est l'obligation dans un futur proche de prouver pour chaque objet qui circule dans la zone européenne, et bien de pouvoir sourcer quelque part la supply chain, c'est-à-dire la logistique en tout point de vue de ces objets, dans leur fabrication, également dans leur durée de vie, et je vous laisse d'en passer des meilleurs là-dessus. Donc, effectivement, là-dessus, mais il n'y a rien de plus fort, de plus puissant que la blockchain. Donc, dans ce point de vue-là, pour effectivement mettre en avant quand même des chaînes sur ce point voilà, idéologique à ramasse, eh bien, vous avez voilà,
C'est-à-dire le passeport, le digital passeport, product passport comme ils appellent, qui a été déjà mis en place sur, par exemple, certains points de l'écosystème VeChain avec le World of V Labs notamment. Donc, puisqu'ils ont produit, ça y est, et c'est opérationnel apparemment, leur passeport digital. Donc, vous voyez, ça va permettre en fait l'authenticité, l'efficacité, la transparence, la décentralisation, la sécurité, enfin, tout ce qui est bien sûr les normes, donc la conformité vis-à-vis des normes européennes, enfin, tout ce qui est bien quand c'est derrière en fait positif et surtout dans des bonnes mains, hein. Voilà. Mais là, vu comme ça, comment ça tourne en Europe, bon, si c'est pour toujours plus mettre de taxes, nous imposer et nous la mettre à l'envers, hein, si je puis dire, eh ben, c'est pas une bonne nouvelle, puisqu'en fait, les outils qui évoluent sont très performants, hein. Je vous le dis avec VeChain, qui est le meilleur là-dedans, mais ils vont s'en servir pour nous mettre la carotte, quoi. Voilà. Bon, allez, je continue maintenant avec toujours très bonne nouvelle pour VeChain, hein. Franchement, bon projet là, puisque on a le nombre d'adresses qui continue d'augmenter sur VeChain. On a atteint les 4 357 000 adresses en fait connues et notamment actives, hein, plus ou moins sur VeChain. Voilà, donc c'est assez fou, hein, quand même l'évolution du projet dans le temps. Et donc je rappelle qu'au précédent cycle, hein, donc au tout début du précédent cycle, c'est-à-dire en 2020, si je remonte un peu l'historique, voilà, novembre 2020, il y a 4 ans, nous étions à moins d'un million, c'est-à-dire même pas, nous étions largement à moins d'un million, nous étions à 387 000 adresses. Personnellement, quand je suis rentré dans le projet VeChain, j'ai pris des positions sur VeChain, voilà, il y avait 300, 400 000 adresses à tout péter sur sur l'écosystème. Aujourd'hui, nous sommes à 4 millions 300, nous avons 4 millions d'adresses en plus. Voilà. Pour vous dire aussi le potentiel sympa là, du VeChain sur peut-être les prix. Alors là, je m'avance un peu, hein, peut-être. Mais du coup, il y a beaucoup plus de monde là sur l'écosystème. Donc, on va voir normalement, logiquement, il y a plus d'activité. Donc, les prix, ça peut sentir bon pour la suite. J'en dis pas plus puisque je ne suis pas expert moi là-dedans. Bon, allez, ce sera tout pour VeChain aujourd'hui. Je vais passer désormais à VV Digital Collectibles rapidement parce qu'il y a juste une nouveauté que je vais vous partager. C'est la création, ça y est, de NFT sur l'application VV Digital Collectibles qui peuvent évoluer, hein. Comme ils appellent ça, donc evolvables, ils le disent. Donc le principe, c'est qu'on pourrait commencer tous avec des NFT en rareté commune, vous savez, et avec un système de crafting. Si on craft certains NFT dans un ordre précis avec une rareté précise, eh bien on peut avoir un cran supérieur pour passer du NFT commun à la rareté supérieure, entre guillemets, c'est-à-dire non commune, puis rare, puis ultra rare, puis secrète rare, et ainsi de suite. Donc ça rappelle un peu le système de Pokémon avec le premier Pokémon qui le Pikachu, voilà, et puis il évolue en fur et à mesure de l'aventure, bref. C'est un peu le même délire qu'ils veulent faire. Donc, assez intéressant, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez, dans un certain sens, vous avez 5 collectibles, donc 5 raretés en tout cas possibles, de commun à secret rare. Et donc, pour obtenir tout ça, vous pourriez utiliser effectivement le système d'évolution. Voilà, donc ils partent sur un système où en fait il faudrait collecter plusieurs en fait types de NFT, c'est-à-dire qu'il y aurait un commun, un non commun, un rare, un ultra rare et un secret rare. Si vous avez tout ça, boum, ça balance en fait un NFT secret rare, entre guillemets. Donc vous pouvez vraiment crafter votre système. Alors après, il n'y a pas le détail exact. Donc dès que ça sort, ce système-là, c'est-à-dire le premier drop sera prévu le 30 novembre, donc d'ailleurs dans 3 semaines, on pourra voir exactement comment ça marche. Mais en tout cas, on voit quand même que là, VV, ce qui est bien, c'est que ça, il sort des choses concrètes là régulièrement. Donc, il y a eu le VV Verse, donc la semaine dernière, je vous ai montré la petite vidéo. Là, ils sortent un nouveau système de craft, donc bon, ça avance plutôt positivement dans ce projet-là.
même s'il reste du chemin à faire quand même hein, pour rattraper un petit peu les investisseurs frustrés déjà qui sont partis, qui ont quitté le navire, et également les clients qui se sont lassés de collectionner au final des NFT très beaux, hein, 3D machin, mais qui ne servent à rien pour l'instant. Voilà. Donc on se rapproche petit à petit quand même, on sent hein, de la gamification et ils sont en bonne voie. Voilà. Donc ce projet aussi, je pense que là on est pas mal. Et surtout, il y a une chose, moi je suis très curieux de voir. C'est là, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est si on va pas avoir un nouveau bull run aussi sur les NFT. Alors là, ce serait phénoménal, puisque je vous rappelle qu'en 2020, il y a des NFT, on l'a déjà oublié, on a la mémoire courte, mais il y avait une véritable bulle spéculative sur les NFT. Et rappelez-vous, il y a des NFT qui sont vendus plusieurs dizaines de millions de dollars. Entre-temps, on a eu le bear market, la bulle sur les NFT a explosé, et on se retrouvait avec des NFT qui ne valaient plus rien alors qu'ils valaient quand même des millions au préalable. Donc là, la question que je me pose, c'est si est-ce que en même temps qu'on a le bull run là, de 2024-2025, on ne connaisse pas également un bull run NFT. Et là, si on connaît un bull run NFT, je ne serais pas étonné que VV Digital Collectibles et vraiment notez ce que je vous dis, hein, on verra bien, mais je trouve ça intéressant quand même de se poser la question et si ça peut ne pas exploser, puisque les meilleurs, et ça, voilà, je le pense vraiment, hein, les meilleurs NFT aujourd'hui sur le marché de la blockchain, projet, métaverse et tout, pour moi, c'est ceux de PV, puisque c'est les seuls qui font ça. Mais en réalité augmentée, avec des licences, quand même, il n'y a que qui les ont hein, à ce niveau-là. Donc tout ça fait que si on a un bull run NFT, il est possible que le projet, que l'application VV explose, possible, que les prix des NFT explosent et que forcément le prix du OMI, donc la crypto-monnaie associée au projet, explose également. Mais là, c'est vraiment du conditionnel et ça dépend uniquement de si l'intérêt pour les NFT revient sur le sujet, sur le tapis. Donc ça, c'est qui tout double, je pense, mais c'est quand même bien de l'avoir en tête, surtout en ce moment, surtout quand on voit qu'ils arrivent à continuer quand même tant bien que mal à avancer, quoi. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieux. Allez, donc je continue. Maintenant, j'ai passé au XRP et bien sûr à l'entreprise Ripple. Donc là aussi, hein, il y a pas mal de choses à dire, notamment avec un tweet de Brad Garlinghouse, hein, vous savez, le PDG de Ripple, où il a tout simplement fait référence donc, aux élections américaines et à l'élection de Donald Trump récemment, où il explique qu'effectivement, on va avoir une amélioration en fait de la vision de l'ensemble de l'écosystème crypto avec le changement en fait de pouvoir aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, donc, j'ai partagé mes pensées avec l'administration de Trump pour l'avenir de la crypto, hein, en gros, et surtout pour montrer en fait la reconnaissance de la famille XRP là-dessus. Enfin bref, voilà. Donc il rappelle après ce qui s'est passé au niveau politique sur le XRP, donc depuis le début entre guillemets. Donc beaucoup de choses se sont passées depuis que le XRP est devenu en fait la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Donc je rappelle ça, c'était en 2018, donc effectivement ça fait un petit moment. Et depuis, bon, le XRP a quand même perdu de l'avance, hein, plutôt beaucoup, puisqu'il n'a pas bougé en termes de prix depuis 8 ans. Et donc, il dit depuis les 6 dernières années, donc depuis que la SEC en fait a commencé à tirer, alors moi c'est moi qui le dis ça, à tirer dans tous les sens sur le projet crypto, et depuis les 4 ans de procès de la SEC contre Ripple, et bien maintenant nous pouvons finalement voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Et donc, lui s'attend forcément que des choses positives pour le XRP. Donc, ça, voilà, quand je vous disais qu'on est vraiment à un tournant là dans l'industrie crypto aux États-Unis, voilà, vous voyez Brad Garlinghouse en fait dit plutôt pareil dans son tweet. Ensuite, toujours sur Ripple, là j'ai un article de Crypto News Flash. Ripple déplace 250 millions de dollars en XRP et ajuste ses avoirs en RL USD. Donc là, on voit que ça y est, ça commence à préparer le lancement du stablecoin de Ripple. Tout est prêt au niveau opérationnel. En fait, c'est Monica Long, la présidente de Ripple Labs, qui le déclare.
Mais par contre, Ripple attend toujours le feu vert des régulateurs. Donc là, c'est toujours encore une question de politique, politicienne. Voilà, ils attendent le feu vert, hein, en fait, des politiques. Et donc, une fois que ce sera fait, donc c'est imminent, hein, je rappelle que ce lancement est imminent, et puis qu'appuyer sur le bouton en gros, hein, et c'est bon. Et donc, une fois que ça sera validé, eh bien, on aura déjà des partenaires officiels, hein, annoncés par Ripple, notamment la Ripple Swell, hein, depuis un petit moment, je rappelle. Et donc, les partenaires qui utiliseront ou qui proposeront le RL-USD, ce sera Uphold, Enc, Bitstamp, vous voyez, on a les plateformes exchange, Bitso, MoonPay, c'est très célèbre, hein, dans le secteur crypto, MoonPay, ND Reserve, CoinMena and Bullish. Voilà un peu tous les plateformes exchange et partenaires qui utiliseront déjà là officiellement le RL-USD. Et bientôt, bien sûr, vous pouvez imaginer totalement qu'il y aura les Coinbase et Binance qui arriveront par la suite. Donc, rappelez quand même que le marché des stablecoins est en plein essor et que là, donc selon l'étude marquée ici de Crypto News Flash, donc le marché crypto est estimé aujourd'hui dans les 160 milliards de dollars et d'ici 2028 ou 2030, il passerait dans les 2800 milliards. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un peu le délire, on passerait vraiment, on parlerait en trillions de dollars. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour Ripple, notamment la société, puisqu'on voit bien que Tether, rappelle, hein, 40 employés, entre 40 et 100 employés, et ils font un chiffre d'affaires et un bénéfice équivalent à une GAFAM, notamment. Donc pour vous dire un petit peu l'enjeu de ce que c'est les stablecoins aujourd'hui, et Ripple, je pense, a très bien compris. Voilà, donc là aussi, ça va être un changement donc entre 2024 et 2025 du placement de Ripple dans l'entreprise, hein. Ça, je pense que c'est intéressant de le voir dans l'écosystème économique crypto au niveau mondial. C'est-à-dire que là, ce ne sera plus uniquement le XRP, là, ce sera une histoire également stablecoin derrière, qui va donner du poids d'ailleurs au XRP forcément. Parce que je vous l'avais expliqué la semaine dernière ou il y a quelques semaines dans une autre vidéo, un peu le lien synergique, hein, entre guillemets, entre le XRP et le RLUSD. Donc plus le RLUSD sera utilisé et plus le XRP quelque part en bénéficiera. Voilà. Bon, allez, je continue. Donc j'ai passé aux actualités économiques, hein, cette fois, aux crypto générales, pardon. Donc, avec un article de cryptost.fr, l'avocat de Robinhood comme président de la STEC, point d'interrogation. Donald Trump réfléchit à l'après Gary Gensler. Voilà, donc là, c'est autant une nouvelle, on va dire, propre à Ripple et au XRP qu'une nouvelle générale, puisque ça y est, Gary Gensler, qui est vraiment le grand Manitou suprême de l'anti-crypto, hein, on va dire, qui a, on va dire, tiré à boulet rouge là, depuis des années sur l'industrie crypto et empêché son essor aux États-Unis notamment, eh bien, va être remplacé. C'est officiel, hein, c'est sûr, il va dégager. Et donc Donald Trump pense déjà à une personne, ce serait l'avocat de Robinhood, visiblement, qui serait nommé à sa place. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle à la fois pour Ripple, le XRP, le procès, bien évidemment, qui est en bout de course, hein, qui est encore en cours malheureusement, entre la SEC et Ripple, et finalement, bien évidemment, l'industrie crypto dans son ensemble. Puisqu'on aura vraiment quelque chose, hein, je vous disais, de pro-crypto aux États-Unis. Donc ça va vraiment, là, je pense, ça va déménager sévère. Hein, ce bull run, je pense qu'on ne s'imagine pas à quel point tous les éléments concordent aujourd'hui pour être bullish. Donc à part si on a une météorite là, qui s'effondre, on a l'assassinat de Donald Trump, hein, j'avoue que perso, moi, j'y pense à ça aussi. Je me dis, purée, ils vont essayer de le dégommer encore. Enfin, voilà. Après, c'est mon... Enfin, j'espère pas, hein, vraiment, j'espère pas. Mais ils ont bien essayé déjà, donc peuvent recommencer, en tout cas, tenter. Donc, voilà, à part s'il n'y a pas des choses comme ça, extérieures, un peu qui tombent dessus, que personne n'a vu venir, eh bien, ça devrait le faire pour le bull run de 2024-2025. Et ensuite, donc, je continue toujours avec les actualités crypto, donc plus générales, avec un autre article, cette fois de Cointelegraph France, donc Crypto La France envisage d'interdire la plateforme de Paris Polymarket. Donc là, je sais pas trop comment l'annoncer, s'il faut en rire, s'il faut en pleurer. Donc nous, on n'a rien compris encore, hein.
en Europe. Donc plutôt que de créer les choses pour faire du business, ramener des sous, hein, je sais pas, dans la caisse de l'État, ils sont en train de chercher en plus des taxes dans tous les sens là pour justement gagner des sous. Donc, plutôt que de réduire les dépenses, forcément, hein, c'est plus simple, et chercher les sous dans les poches des Français. Eh bien voilà, on est toujours sur un système d'interdire. Donc en France, bientôt, on aura l'interdiction de respirer, hein, c'est sûr. Donc, ou une taxe, ça sera plus simple de mettre une taxe sur l'air, comme ça au moins, là, ils pourront s'en mettre plein les poches encore plus vite. Donc, on en est là, voilà, on en est là, et surtout que ça implique derrière, parce que je rappelle que Polymarket, ça a été aussi quelque chose, donc ça a été un indice où n'importe qui, de façon décentralisée, pouvait en fait voter quelque part, parier sur soit Kamala Harris, soit Donald Trump. Et il faut noter quand même que c'était Donald Trump qui l'emportait largement à hauteur de 60% contre 40% pour Kamala Harris. Et c'est étonnamment, et c'est là où je pense qu'on touche du doigt quelque chose d'assez sévère en France, étonnamment, c'est ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire qu'on a vu, ça a été un ras de marée aux États-Unis. Les Américains ont voté en masse pour Donald Trump presque à hauteur de entre 55-60%. Et c'est ce qui était un petit peu envisagé sur Polymarket. Donc, est-ce qu'on n'a pas eu quelque chose où derrière, et c'est là où je me demande en fait, que comme la France, on est champion du monde pour des médias en fait, qui sont plus des médias et qui sont à la botte de l'État, donc on n'a plus de décentralisation journalistique. En fait, ça les dérange parce que là, c'est quelque part une façon de montrer un petit peu le véritable, parce qu'ont vraiment en tête les gens, plutôt que les sondages qu'on peut truquer, ce genre de choses. Et donc, comme par hasard, ils veulent l'interdire, puisque en fait, c'est pas très bon pour, on va dire, pour manipuler l'opinion comme par hasard. Donc je pense qu'il y a vraiment tout ça qui rentre en jeu et forcément donc c'est en train de l'interdire. Bon. Allez, donc c'est parti, je continue avec un autre article donc de coin de cryptos.fr pardon. JP Morgan va proposer la conversion instantanée de dollars en euros grâce à la blockchain. Donc là aussi très intéressant, on voit bien toujours plus que les institutionnels sont en train vraiment de généraliser la blockchain, de la tokenisation, donc à tous les niveaux, et ça s'accélère. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'accélère vraiment à tout point de vue. Donc on a tokenisation immobilière, d'actifs, même de l'or, et maintenant on arrive même à la tokenisation quelque part des transactions entre dollars et euros, c'est-à-dire conversion de taux de change. Tout simplement. Donc là, on voit que tous les actifs indirects, directs, enfin, n'importe quoi commence à être tokenisé et installé sur la blockchain. Donc c'est vraiment phénoménal là ce qui se passe, je pense qu'on ne se rend pas compte. Donc maintenant je passe aux actualités économiques plus générales. Donc on voit bien que les actualités crypto ça a été vraiment, vraiment dans une période, je pense vraiment début du bull run et très positive pour la suite. Maintenant, pour l'actualité économique, donc là c'est moins marrant, hein, c'est clair, mais c'est la réalité des choses, hein, notamment surtout en France et en Europe, on n'a rien compris. Donc budget 2025, l'Assemblée termine l'examen des recettes avec 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Ah, donc d'impôts, hein, c'est pas, voilà, c'est pas des recettes qu'ils arrivent à créer en plus avec une économie qu'ils ont bien maniée. Non, non, c'est qu'ils vont, tout ça, ça va être retiré de la poche encore des gens, donc vous et moi, hein, vous voyez, regardez cette vidéo. Donc toujours pareil en fait. Ouais, donc on a vraiment besoin d'une Europe great again, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut de Trump et des Américains, mais s'ils ont choisi Trump, c'est pas parce qu'ils sont tous fous, hein, les Américains, non, c'est parce qu'il y a un vrai problème de base au niveau du socialisme, au niveau de la gauche. Toujours pareil, qu'on a jamais une volonté de vraiment industrialiser, créer une économie, etc. C'est vraiment toujours pareil, c'est on prend l'argent d'un côté des travailleurs, on le met ailleurs à disposition de ceux qui branlent rien et qui en plus sont à l'Assemblée à s'en mettre plein les poches pour dormir sur leur banc. Donc bon, on en est là en France. Excusez-moi l'expression, mais je pense qu'il faut vraiment avoir des billes en face des yeux pour quand même pas voir ce qui est en train de se passer maintenant.
Ensuite, donc toujours pareil dans les faits, hein, donc un autre article de HuffPost, Auchan, Michelin, Emmanuel Macron voit le seul point positif de son bilan économique menacé par les fermetures. Donc lui, il se vantait d'avoir un bon point économique. Macron, c'était justement la création d'emplois, et donc ben, c'est un peu raté, hein, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer avec toutes les fermetures d'usines, donc Auchan, Michelin, mais il y a plein d'autres entreprises, que je rappelle qu'en 2024, nous étions euh, en quelques semestres là à 66 000 entreprises qui ont tiré le rideau. Voilà. Et pour cause majoritairement des factures d'électricité. Donc, par répercussion, hein, on peut dire, on remonte le fil, que la cause a été les sanctions qui ont été prises contre la Russie. Voilà. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en fait en train de payer littéralement la guerre Russie-Ukraine qui aurait dû se terminer d'ailleurs en 2022. Et maintenant, on est en train de payer le prix puisqu'on a fait durer les choses et qu'on est en train de... qu'on a pris les sanctions contre la Russie. Voilà, donc, en train de payer très fort pour nous, clairement. Et donc, petite bonne nouvelle quand même, là-dedans, dans tout ce baratin. Article de Bloomberg, donc la Banque Centrale Européenne, donc Osman, indique qu'il y aura peut-être une nouvelle baisse des taux directeurs en décembre. Donc, pour vous dire que là, si ça arrive, effectivement, quand on voit le contexte déjà économique, ce sera une bonne chose pour les marchés. Donc là, je reste vraiment sur les marchés, hein, notamment la crypto. Donc, si on a une nouvelle baisse des taux directeurs alors qu'on est en plein bull run, ça veut dire qu'on aura un afflux de capitaux massif vraiment hein, sur les cryptos. Donc, très bon signe. Maintenant, j'ai passé donc par exemple aux comparaisons notamment du dollar, euro, j'ai passé à l'or, j'ai passé au CAC 40, notamment la comparaison avec les autres marchés boursiers. Et regardez donc là sur la journée, on a donc le CAC 40 qui est en baisse de 1,20%. Je ne sais pas si vous imaginez, on est en plein boom. Et pourtant, le CAC 40, lui, il est en baisse. Alors qu'on a le S&P 500, donc américain, et le Nikkei 225 japonais qui, eux, sont en hausse. Et on a également le marché chinois qui est en baisse, avec le SSE, donc la bourse de Shanghai. Donc, on regarde un mois que ça donne. Donc, on voit que sur un mois, on a le CAC 40 qui a moins 2,69%, donc le marché français, hein. Le S&P 500 qui est dans le vert. Le marché chinois qui a été boosté par le plan de relance de 1000 milliards de Xi Jinping. Et le marché japonais qui lui est en baisse de 0,27%. Donc, nous, on est à lanterne rouge hein, désormais la France. On le voit bien même sur les marchés boursiers. Parce que si je prends maintenant le CAC, hein, l'index des marchés boursiers sur 6 mois, on voit que le CAC 40, on a moins 10,71%, le S&P 500 est à plus 14,8%, même le marché japonais qui a vraiment crisé il n'y a pas longtemps, eh bien, est à plus 3,46%, et le marché chinois est à plus 9,67%. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même au niveau mondial, on se rend compte que la crise à la base mondiale devient vraiment de plus en plus une crise au final française, quoi. C'est-à-dire que les économies voisines sont en train de prendre des mesures pour s'en sortir. Aux États-Unis, ils ont carrément changé de président et de parti politique. Donc, ils sont passés de la gauche démocrate socialiste à la droite républicaine en masse. Ils ont voté en masse pour ça. Donc, c'est qu'il y a un changement volontaire voilà, de paradigme social, il y a une volonté de changer les choses, et même surtout au niveau économique, hein, surtout, c'est ça en fait. Voilà. Et donc ça se transcrit un petit peu là-dedans en fait. Voilà, les Japonais, eux, ils ont en fait baissé leur taux directeur, il me semble. Non, ouais, je peut-être une bêtise, mais en tout cas, ils ont pris pareil des mesures économiques. Et la Chine, ils ont carrément imprimé en masse, hein, on l'a vu, 1000 milliards, et puis ça sera étalé sur plusieurs années, mais ils ont annoncé un plan qui a fait exploser. Vous voyez, si on suit la courbe là, c'est ici, donc la courbe, du 23 septembre au 8 octobre, le marché chinois a tout pulvérisé, hein. Ça, c'est justement l'annonce du plan de relance. Et depuis, ils ont même dépassé en fait le Nikkei 225 et ils nous ont largement pulvérisé au passage, alors que le marché chinois s'est porté plus mal que nous au final en termes d'évolution, en termes de gains, que le marché français. Et en une journée, on s'est fait exploser par le marché chinois.
donner un peu ce qui se passe en termes de performance sur les marchés boursiers. Voilà, donc la France, on devient vraiment un lanterne rouge, c'est-à-dire que les investissements aujourd'hui sont en fuite totalement sur le marché français. Les investisseurs ont peur d'investir en France, en fait. Voilà, donc pareil pour l'euro-dollar, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc sur 5 jours, on va voir un peu ce qui nous dit la variation. Donc c'est trop proche, donc je vais prendre sur un mois plutôt. Alors bon, bah, voilà. Sur un mois, c'est pas brillant. On voit que l'euro a baissé par rapport au dollar. Donc on voit bien que là, avec l'élection de Donald Trump en plus, le dollar est en train de se renforcer. Et donc, bah, c'est pas bon pour nous, puisque l'euro, si le dollar se renforce, hein, forcément la parité de l'euro par rapport au dollar, elle est pas bonne pour nous. Et on voit bien qu'on est toujours à moins 14,12% de performance de l'euro par rapport au dollar en 10 ans. Et c'est pas prêt de s'arranger quand on voit le contexte actuel. Bon. Et enfin, le cours de l'or, et lui, l'or, lui, il s'en fout vraiment. Il continue de battre des records puisqu'il est à 80 534 euros le kilo. Il a baissé quand même un petit peu par rapport à la semaine dernière où il est monté quand même pas loin des 83 000 euros le kilo. Donc et comme par hasard, en fait, à l'élection de Donald Trump, il a perdu donc 2500 euros le kilo. Donc là aussi intéressant d'analyser cette baisse, alors qu'on était quand même sur une phase de hausse continue hein, pour l'or. Eh bien, ça a été vraiment l'élection de Donald Trump qui a coupé l'élan à l'or, l'a corrigé. Pourquoi? Simplement parce que les investisseurs, en fait, qui avaient crainte des marchés financiers, de l'économie, etc., ont été rassurés par l'élection de Donald Trump. Donc, contrairement à ce que me disent les journalistes de plateau là, français sur les plateaux télé, c'est une bonne chose, l'élection de Donald Trump, même d'un point de vue des marchés boursiers. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, sont rassurés. Quelque part, il n'y a que en Europe et en France pour dire que ça y est, c'est la dictature qui a gagné aux États-Unis. Non, c'est pas le cas là. On voit vraiment qu'on est matraqué dans tous les sens là par contre Donald Trump, par les médias occidentaux. C'est quand même triste à dire, hein. Donc je sais que je vais en hérisser plus dedans là quand je dis ça. Je fais une vidéo expéditive hein, là-dessus. Tant pis, c'est mon opinion, je la dis, vous respectez ou pas, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit ce qui se passe sur les marchés financiers, je veux dire, en fait, c'est mathématique, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. C'est quand on voit, par exemple, le Bitcoin, c'est mathématique. Là aussi, c'est mathématique. C'est-à-dire que comme l'or, c'est la valeur refuge par excellence, eh bien, Donald Trump a été élu, les marchés financiers donc, sont rassurés, l'or baisse. Forcément, parce que ça veut dire que les investisseurs sont rassurés par l'élection de Donald Trump, donc ils retirent, en fait, quelque part, leur bille de l'or pour le mettre sur des marchés plus volatiles comme la bourse notamment et le Bitcoin. Or, la bourse et le Bitcoin ont atteint, bourse américaine, hein, des ATH. En plus, on a explosé à la hausse, on atteint des records, et donc, alors que l'or, lui, a baissé logiquement parce qu'il y a eu une pression vendeuse. Donc ça, tout ça fait qu'on est loin des effondrements boursiers parce que c'est le dictateur Donald Trump qui est passé. Non, on n'est pas, ça, c'est du pipeau en fait. Les marchés financiers ne se trompent pas, la preuve. Voilà. Donc, pour vous dire, ce sera tout pour cette vidéo, hein. J'en arrête sur le cours de l'or qui est quand même toujours très haut. On voit bien que là, ça y est, hein, le bull run a commencé en termes de crypto et que on continue à être pas mal, hein. Les amis, bravo. Moi, je vous finis là-dessus, je vous félicite. Vous avez tenu jusque-là sur les marchés financiers crypto plus or. Avec la bourse, je reste quand même toujours prudent parce qu'on est très volatile en termes de. Alors, c'est pas de la volatilité, mais c'est, comme je vous l'expliquais, c'est très décorrélé en fait au niveau des entreprises par rapport à l'économie réelle. Donc, quand il va y avoir un retour de bâton, forcément le marché boursier va se crasher. Voilà. Le Bitcoin, c'est possible qu'il fasse pareil, mais le Bitcoin a une autre nature, c'est qu'il est censé être sur l'économie décentralisée. Donc, c'est pas le même fonctionnement là-dessus. Et bien sûr, l'or, c'est la valeur refuge, donc c'est justement là-dessus, en fait, number one hein, pour se protéger en cas de crise. Voilà. Donc, bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, appris des choses, la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si, bah, écoutez, voilà, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir.
Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bravo à vous et puis voilà, à bientôt. Ciao.